500 millions d'euros, c'est la somme qu'Apple a réglée au fisc français, un accord à l'amiable visant à solder 10 ans d'arriérés d'impôts. Est-ce le début de la fin de l'optimisation fiscale chez Apple ou juste un moyen de redorer son image? Quid de demain? Faudra-t-il attendre l'arrivée d'une taxe GAFA? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias sur RLM. Très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. En préambule, je tiens à vous remercier, en tout cas les 352 contributeurs qui vont nous permettre de renouveler le studio de On refait le Mac et faire de RLM une véritable web TV. Nous avons atteint 279% de notre objectif de levée de fonds sur Ulule, soit la somme de 15 370 €. Merci à tous. Cela va nous permettre d'acquérir prochainement de nouvelles caméras et un nouveau mélangeur pour notre studio. Nous allons réaliser des tests avec différentes marques de mélangeurs et de caméras très prochainement dans les prochaines semaines. Et nous vous tiendrons bien sûr informés de l'évolution du chantier. En attendant, les noms de nos donateurs vont s'afficher dès cette semaine au générique de fin de l'émission. Et encore un immense merci à tous. En plateau, à mes côtés, comme chroniqueur cette semaine, mon ami Stéphane Zibi, consultant en stratégie numérique. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui, je suis stupéfait et surpris toujours des campagnes de crowdfunding, mais encore plus cette fois-ci. Et je pense que peut-être elle aurait dû être faite depuis longtemps, mais en tout cas c'est très bien qu'elle arrive. Oui, c'est vrai que je n'étais pas forcément convaincu. Et en plus, j'ai vu que tu avais mis quelques deniers. En duplex, celui qui a sorti le scoop de l'accord à l'amiable entre Apple et le fisc français, Emmanuel Paquette de l'Express. Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier. Ça va? Super. Et bravo pour la campagne Ulule. C'est vraiment une grande réussite. Oui, n'exagérons rien, mais en tout cas merci parce que j'ai vu toi aussi. Tu vas apparaître au générique du coup. Mais... C'est gentil. Merci Emmanuel. En duplex également, un historique de cette émission, un ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué, Monsieur X. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, oui, et moi aussi un grand merci à tous ceux qui ont participé à la campagne sur Ulule. Je vous garantis qu'on va utiliser ces fonds à très très bon escient pour encore améliorer ce qu'on fait et se développer. Et puis un petit mot, j'aimerais bien que quand on parle de GAFA, en fait, on prenne le réflexe de parler de GAFAM avec le M de Microsoft à la fin. N'oublions pas Microsoft. Ouais, parce que GAFA, c'était un truc un peu sexy d'un point de vue stratégie numérique il y a quelques années. Ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt péjoratif quand on parle de GAFA, on va en parler aujourd'hui. Et Microsoft est très content qu'on les oublie, mais les GAFA, c'est pas les GAFA, c'est les GAFAM. N'oublions pas Microsoft. Ouais. Et enfin, dernier intervenant cette semaine, notre community manager. Ils ont beaucoup travaillé, nos community managers, pour permettre la réussite de ce crowdfunding. Donc, merci à eux. Florian Chambol. Bonjour Florian. Salut Olivier, un gros merci à tous les participants de la campagne de crowdfunding. Effectivement, sur les réseaux sociaux, nous on l'a vu en tant que community manager avec Virgile et Christophe, vous avez beaucoup relayé le message, vous avez beaucoup partagé, vous avez beaucoup liké les messages, etc. Et c'est un travail d'équipe avec tous les spectateurs de l'émission, donc un grand merci à tous nos fidèles. Donc en clair, alors on aurait dû demander plus, c'est ça? C'est déjà bien. C'est déjà bien, on va pas se plaindre. Allez Florian, on enchaîne avec toi et le chiffre de la semaine. Le sondage de la semaine, et c'est Florian qui s'y colle. Oui Olivier, le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question que nous vous avons posée sur le compte Twitter d'On refait le Mac. La question était, seriez-vous prêt à boycotter une entreprise de la tech qui pratique la politique d'optimisation fiscale? Vous avez été 196 à voter, 43% à dire que oui, vous seriez prêt à boycotter une entreprise qui optimise sa fiscalité et 57% non. Alors messieurs, vos réactions à ce sondage, est-ce que vous pensez qu'Apple, qui fait partie donc des GAFA, qui est souvent mise en avant comme étant une entreprise qui pratique l'optimisation fiscale, ça puisse expliquer un petit peu, entre guillemets, les ralentissements, puisque les ventes du constructeur sont en baisse en Europe, mais ce n'est pas non plus si dramatique que cela. Mais est-ce que vous pensez que ça a vraiment écorné son image? On va peut-être commencer par un ancien responsable d'Apple, Monsieur X. Je ne crois pas aujourd'hui... dans l'immédiateté, même à court terme, que ces discussions sur les GAFA endommagent vraiment l'image de marque d'Apple. Alors, il y a peut-être des pays où c'est un peu plus sensible, comme la France. En revanche, je pense que si ça ne les affecte pas à court terme, à moyen terme et à long terme, c'est vraiment estimé comme étant
un risque extrêmement fort chez des gens comme Apple, notamment pour leur image de marque. Et on sait que la marque et l'image de marque, c'est quelque chose d'éminemment important dans la stratégie d'Apple. Donc, c'est plutôt un risque extrêmement fort qu'une obligation ponctuelle ou un impact ponctuel sur les ventes. Avant de passer la parole à Emmanuel, peut-être un petit mot en plateau avec Stéphane Zibi. Cet accord, je ne sais pas s'il va avoir une résonance mondiale au niveau que tout le monde va en parler, mais je pense que ça pourrait peut-être... On va en parler avec Emmanuel dans un instant, il va revenir sur son papier, mais oui. Mais c'est ça, c'est que si tous les pays commencent à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui peut être fait avec chacun d'entre eux, et peut-être avec d'autres entreprises qui ne sont pas dans l'acronyme des GAFAM, mais qui gagnent beaucoup d'argent chez nous quand même. Parce que ce n'est pas que le monde du numérique. On peut en citer d'autres. Hein. Je pense que les Netflix, Airbnb, Tesla, Uber et consorts. Oui, mais c'est pas que le numérique d'ailleurs. C'est toutes les grandes entreprises qui ont simplement les moyens de se payer des cabinets d'avocats et pratiquer l'optimisation fiscale. C'est aussi pas simple que ça. Hein. Mais c'est ça ce que je veux dire. Par là, c'est que quand on reprend au Paradise Paper qui était sorti en 2017, il y avait bien sûr Apple, Nike, etc., tout un tas d'entreprises qui étaient citées, Facebook également, mais il y a aussi des entreprises françaises. Total, Dassault, etc. Et finalement, qu'est-ce qui est pire ou mieux? Que ce soit Total qui fasse de l'optimisation fiscale et ils sont malins, ou que ce soit Apple? Qu'est-ce qui est plus malin? Est-ce que tu vas arrêter de mettre de l'essence chez Total parce qu'ils font de l'optimisation? Ça peut être en tout cas une manière pour les consommateurs de sanctionner une marque et faire prendre conscience à, c'est un peu candide ce que je dis là, mais aux dirigeants de ces entreprises qu'elles ne peuvent plus pratiquer ce genre de politique parce que il faut le rappeler, hein, Emmanuel, c'est pas un délit l'optimisation fiscale, hein. C'est pas de la fraude, hein, c'est toléré par la loi. Malheureusement. Toléré, disons que oui, c'est des gens qui arrivent à exploiter des trous ou des failles dans la loi pour monter des schémas d'optimisation. En revanche, il y a une petite différence. Alors dans ce que dit Stéphane, c'est vrai, hein, c'est que l'optimisation fiscale, beaucoup de grands groupes aujourd'hui le pratiquent au sens large. En revanche, ce qui nous est dit, notamment au niveau de la Commission européenne, puisqu'il y a même la Commission européenne fait des séances de sensibilisation auprès des journalistes sur ces montages, c'est que dans le cas des entreprises du numérique, puisqu'on est dans un domaine justement qui par nature est immatériel, l'optimisation fiscale devient beaucoup plus agressive que la normale. Et donc on pousse cette optimisation à son paroxysme et avec des milliards et des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards qui se promènent comme ça entre des pays, puisque là on est dans des flux totalement numériques et numérisés, qui font que c'est devenu quasiment un art fiscal, ce qu'ils ont réussi à mettre en place, notamment Apple, mais aussi Google, etc. D'autres, effectivement, le font. Hein. On parlait par exemple, McDonald's le font en France depuis longtemps. Mais c'est vrai que on n'est pas du tout dans la même échelle, en fait. Donc, il y a optimisation d'un côté, optimisation agressive de l'autre. Et c'est vrai qu'entre les deux, il y a quand même de fortes différences. Ouais. Il n'empêche, l'image de marque d'Apple est de plus en plus écornée. Tu le dis dans ton papier, Emmanuel, cette semaine dans l'Express. Tu rappelles que la Pomme cherche également à recruter un directeur de communication institutionnel à Paris, ce qui est plutôt étonnant, justement, pour redorer son blason. Donc, ce qui est quand même une prise de conscience. Enfin, je dirais. Ouais, en fait, il y a deux choses. Il y a effectivement un recrutement pour une première fois donc d'un responsable institutionnel. Le poste est ouvert depuis le mois d'octobre. Donc, s'il y en a qui veulent postuler, il est toujours ouvert à ce jour. Il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Et à côté de ça, il y a une agence de crise aussi qui a été embauchée au niveau européen par Apple. Ouais. Une agence extérieure qui s'occupe justement de gérer toutes ces communications autour des affaires fiscales. Uniquement le fiscal. Pas les batteries, tout ce qui est batterie, tout ça, c'est pas eux, d'accord. Non. Ils se focalisent vraiment pour le coup sur la taxe, les 13 milliards que demande l'Europe à Apple. Donc ça, c'est au niveau européen. La taxe GAFA qui va être mise en place en France, on en parlera un peu plus tard. Ça qui est vraiment pour l'instant une problématique locale. Et puis ce que les fiscs européens, parce que effectivement il n'y a pas que la France. Hein. L'Italie a déjà fait plier Apple, l'Angleterre a fait plier Apple. À ma connaissance, l'Allemagne est dessus aussi. Il n'y a pas que la France. Et donc il y a un effet d'entraînement entre les différentes administrations fiscales qui, quand elles arrivent à adresser Apple dans un pays, du coup ça met un peu plus de pression dans un autre pays européen pour qu'ils aboutissent également soit à un accord, soit en fait à un redressement. Et toi, avec un peu de recul, on va peut-être poser la question à Florian qui est tout le temps sur les réseaux sociaux. On voit quand même qu'il y a beaucoup de réactions aux questions qu'on a posées cette semaine, Florian. On se rappelle des manifestations d'altermondialistes, notamment celle d'Attaque, qui
qui débarquent un peu à l'improviste dans les Apple Store et qui ont une forte audience. Généralement, quand ils font ce genre d'opération avec des slogans forts, Apple paye tes impôts, etc. Et puis, on est une période avec le mouvement des Gilets jaunes qui a un écho particulier. En tout cas, les planètes s'alignent bien pour Apple. C'est le bon moment pour faire ce genre de choses. Le résultat du sondage de la semaine le traduit bien, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la majorité des personnes ne sont pas prêtes à boycotter une entreprise parce qu'elle a une politique d'optimisation fiscale. L'autre chose, c'est que dans les GAFAM, comme le disait Monsieur X, il y a Amazon. Et pour travailler dans une agence digitale spécialiste du e-commerce, nous, on a accès à pas mal d'infos, notamment à ceux de la FEVAD, qui est de la Fédération de la vente à distance. Amazon, que ce soit avec sa politique d'optimisation fiscale, a à peine, même pas toussé du tout. Et pour autant, le mouvement des Gilets jaunes les a pas du tout les a pas plus favorisés que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais concrètement, ils ont à peine toussé. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux choses qu'il faut distinguer. C'est l'importance de, oui, effectivement, il y a l'optimisation fiscale et on n'est pas d'accord parce que le kidam particulier paye ses impôts et que il trouve ça juste que l'entreprise paye ses impôts à hauteur de ce qu'elle gagne. Mais en même temps, l'autre question, c'est de se dire, d'un autre côté, en tant que consommateur, on n'est pas prêt à faire un sacrifice, de dire, non, je ne prendrai plus d'iPhone et de MacBook parce que Apple optimise sa politique fiscale. Très bien. Et au-delà, tu racontes, pour conclure sur ce sujet d'Apple et éventuellement le fait de sanctionner une entreprise et la mise en place effectivement de relais et de cellules de crise au sein d'Apple pour pouvoir répondre sur ces sujets bien précis. Tu révèles également dans ton article, mais on en avait déjà parlé dans cette émission dans le passé, que Apple est l'une des rares entreprises qui n'a pas forcément de bureau de lobbying, notamment à Bruxelles, Emmanuel, pour freiner. Et c'est pour ça qu'ils sont pris une colossale amende de la Commission européenne. On se souvient des 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts pour l'Irlande, qui imposait de manière ridicule, qui impose de manière ridicule Apple aujourd'hui. Oui, parce que en fait, la politique et la stratégie d'Apple, ça a toujours été de dire, ce qui parle pour nous, ce sont les produits. La sortie des produits, maintenant même la sortie des services, puisqu'on arrive sur des services au niveau Apple. Et tout le monde le sait bien, les journalistes le savent bien, on est convoqué, entre guillemets, par la marque, que quand elle a quelque chose à annoncer sur ses produits. Le reste du temps, elle ne parle pas, elle ne répond pas, donc tout est extrêmement contrôlé. Et là où ils sont débordés, c'est qu'en fait, ils sont pas attaqués sur de la communication autour de leurs produits, même s'il y a des fuites de temps à autre. Mais là, c'est des fuites, c'est des informations qui ne contrôlent plus du tout sur le fonctionnement même du système Apple et de la mise en place d'une stratégie en fait qui remonte à celle de Steve Jobs. C'est aussi pour ça que c'est très dur de la remettre en cause. C'est Steve Jobs qui a pris la décision d'ouvrir en Irlande, aujourd'hui au départ d'y fabriquer même des produits, même si exactement, même si c'est plus le cas aujourd'hui. Et donc c'est dans l'ADN aujourd'hui d'Apple d'être présent en Irlande, et se retirer d'Irlande, ça serait aussi d'une certaine manière en gros entacher l'héritage de Steve Jobs, parce que ça fait partie de cet héritage qu'il a laissé. Exactement. Et donc tout le déploiement des ventes qui sont faits en Europe et que tout remonte à Cork, enfin une grosse partie des sommes engagées qui sont enregistrées dans les différents pays européens remontent à Cork. Ça aujourd'hui c'est institutionnalisé au sein d'Apple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui pose problème, puisque comme le disait Monsieur X, aujourd'hui, la société fait des chiffres d'affaires qui sont colossaux, et donc le manque à gagner devient colossal pour les différents pays. C'est ça, en fait, pour résumer et simplifier à outrance le schéma. Les ordinateurs que vous achetez, le chiffre d'affaires, il est renvoyé en Irlande et pas en France, et donc Apple France. Mais on va revenir plus en détail dans un instant avec Emmanuel. Monsieur X, cette cellule de crise, la nécessité d'embaucher des responsables de communication et d'offrir un peu plus d'autonomie à l'Europe et à la France en particulier, c'est vraiment une révolution au sein de la communication d'Apple, parce que du temps où vous y étiez, et nous étions assez proches à ce moment-là, et toujours j'espère, c'était parfois difficile de faire passer cette idée-là, où une politique doit être la même dans tous les pays. On s'aperçoit que là, ça ne peut plus marcher à l'heure des réseaux sociaux. Je crois que tu as raison. En fait, il y a un besoin, non pas d'une communication spécifique sur ces sujets, parce que comme le dit justement Emmanuel, ils n'ont pas envie de communiquer sur ces sujets, mais là, ils sont forcés.
parce que le sujet est sur la table. Et ils ont plutôt besoin, en recrutant quelqu'un, moi c'est comme ça que j'analyse, d'incarner, d'avoir un visage. Alors que quand moi j'y étais, il y avait d'autres discussions autour d'Apple et de ses pratiques plutôt commerciales et pas fiscales, notamment sur le fait, avec le lancement d'iTunes Store, que la TVA était payée au duché du Luxembourg et pas en France, ce qui leur permettait d'avoir un delta de TVA en leur faveur de quasiment le montant de la TVA de 20%. À cette époque, quand il y avait des polémiques qui amenaient Apple non pas à négocier avec les administrations, mais carrément devant les tribunaux français, notamment pour la partie concurrence, la tactique d'Apple, c'était plutôt de se reposer non pas sur des lobbyistes, mais des cabinets d'avocats. Voilà, et c'était même les avocats qui représentaient Apple lors des auditions, avec une présence d'Apple vraiment au minimum. Donc la stratégie d'Apple, c'était toujours de dire ce qu'on fait est légal, on n'en parle pas, et nos avocats et nos conseillers, qu'ils soient juridiques ou fiscalistes, travaillent pour nous, et on n'expose pas les employés, que ce soit le staff d'Apple Europe, mondiale et encore moins France. Cette stratégie de com, elle a sans doute une limite. Maintenant, aujourd'hui, même si je pense que ça n'a pas d'impact à court terme, les citoyens de pays comme la France demandent des comptes, non pas moral, on n'est pas dans le domaine de la morale, mais d'un point de vue éthique, et il faut sans doute qu'Apple ait un visage. Et Tim Cook, il peut pas venir toutes les semaines. Donc, ils ont peut-être décidé d'avoir un visage à Apple France ou à Apple Europe et d'être capable d'incarner ça et d'être en dialogue un peu plus avec la société. Voilà, maintenant, elle est pas recrutée, cette personne. Et quelle largeur de communication elle aura et quelle autonomie. Parce que je pense que si tu crois qu'elle va avoir l'autonomie, tu rêves. Pour conclure avec Stéphane en plateau. Non, c'est juste quand on parle de lobbying, on voit que des grands courants, que ce soit les chasseurs, l'écologie, ils ont tous leurs lobbyistes et il y a qu'à... Certaines grandes entreprises dans la chimie, dans la pharmacie, enfin, dans tous les... Quasiment, si tu passes à l'Assemblée nationale ou au Sénat, tu verras que les 3/4 des gens qui gravitent sont des lobbyistes professionnels qui vont influencer pour favoriser tel amendement, telle loi, ou le non-vote, justement, parce que ça pouvait avoir un impact. C'est plus un modèle, c'était un modèle très anglo-saxon à l'origine, notamment aux États-Unis, hein, en France, où ils avancent à visage découvert. Aux États-Unis, en France, c'est un peu plus feutré, dirons-nous. Et bon, il y en a un qu'on avait pu entendre parler d'un lobbyiste, un chasseur, qui avait peut-être précipité, ou en tout cas décidé de faire démissionner Nicolas Hulot. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, là. Mais peut-être que... Qui a précipité sa démission en direct sur France Inter. Ouais. Et donc, ce qui était juste, moi, qui me faisait penser, en vous entendant, Monsieur X et Emmanuel, et Florian et toi, Olivier, j'en pensais, c'est vrai que ce sont des méthodes un peu médiévales, et peut-être que tout le monde ne veut pas voir, mais finalement, qui sont nécessaires, tout simplement, qui font partie des choses qui sont indispensables. On en parlera après, mais cette négociation, quand même, elle est... Bon, ils l'ont fait, ils ont nettoyé 10 années. C'est quand même pas c'est pas une petite somme, mais je pense que... On va y revenir, savoir si la somme est importante. Mais si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est vrai que on n'a pas forcément au sein des gens qui votent les lois et qui votent les règles et qui décident des règlements en France ou en Europe, des spécialistes du numérique, des spécialistes des laboratoires pharmaceutiques. Donc le lobbying est entre guillemets un mal nécessaire, parce qu'il est nécessaire de pointer du doigt des nécessités et des contradictions de certaines politiques. On n'est pas tous des spécialistes dans ces domaines, mais il ne faut pas que le lobbying l'emporte sur le politique. Le lobbyiste l'emporte sur le politique. Bref, Apple devait donc réagir et donc elle a fini par négocier avec le fisc. Emmanuel, tu vas tout nous raconter dans un instant. Apple verse 500 millions d'euros au fisc. Rappel des faits, Emmanuel, c'est une transaction menée entre Apple et Bercy et non un redressement. Hein, on est bien d'accord. Oui, exactement, parce que normalement dans le processus, c'est qu'on te notifie un redressement. Généralement, les sociétés comme les GAFAM en sens large estiment que le redressement n'a pas lieu, donc après on va au contentieux devant le tribunal administratif pour essayer de casser la décision de Bercy. Donc ça c'est le cas notamment de Google. Microsoft aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, à plusieurs reprises a réussi à faire casser des jugements de Bercy sur des redressements. Devant le tribunal administratif. Devant le tribunal administratif, et effectivement. Ils se sont même fait rembourser de l'argent, même l'État a dû leur payer une certaine somme. Donc ça illustre bien que c'est pas évident de les redresser, ces boîtes. Hein.
Parce qu'ils ont c'est d'excellents pour ça que c'est avocats. pas simple. Le sujet est loin d'être simple en fait. Ouais. C'est vrai que moralement ou éthiquement, on peut se dire ils doivent payer ce Bien qu'ils sûr. doivent sur le marché sur lequel ils vendent des iPhones, des iPads, etc. Ça, c'est la raison qui dit ça. Mais en revanche, les différents intermédiaires qui peuvent exister, les différents montages qui peuvent exister aujourd'hui, font que c'est très difficile de trouver la faille pour pouvoir l'exploiter. Et c'est pour ça que pendant longtemps, l'administration fiscale n'a pas pu redresser des sociétés parce qu'elle n'était pas munie des outils nécessaires et adaptés à des schémas d'optimisation qui étaient extrêmement poussés et extrêmement pensés par des cabinets d'avocats d'ailleurs. Donc en fait, le droit était en retard, comme d'habitude, sur l'usage, et en l'occurrence là, l'usage de la loi par des cabinets d'avocats. On y reviendra tout à l'heure avec Florian parce que je crois qu'on a une question bien précise à ce sujet. Mais revenons à Apple et à Bercy. La négo, elle a commencé quand j'étais surpris de voir à nouveau, parce qu'il vient presque 2 ou 3 fois par an maintenant, Tim Cook à Paris. Il était à Paris en octobre dernier. Il a rencontré dans le plus grand secret le président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est lié à cet accord selon toi, Emmanuel ? Alors, le sujet fiscal a été abordé lors de cette rencontre, évidemment, mais normalement, un membre du gouvernement, enfin un élu, ou même le président de la République, n'a pas le droit de se mêler de ce que fait Bercy dans les redressements. Voilà. Tim, il peut lui dire, Tim, ce serait bien de payer tes impôts. Voilà. Quoi. Tim. Voilà, donc il a pu passer un message. Merci pour l'iPhone, ça me fait plaisir, mais bon, je préférerais que tu payes tes impôts. Voilà. Donc normalement, il est censé y avoir une muraille de Chine. En réalité, de temps en temps, pour des cas extrêmement sensibles, on sait très bien qu'il y a eu des formes de porosité à un moment ou à un autre. Ouais. Voilà, donc, mais là en l'occurrence, l'administration fiscale, elle a simplement suivi la nouvelle doctrine française qui est de dire, qui a été donnée par Darmanin il y a maintenant un peu plus d'1 an. Le ministre de l'Action et des Comptes publics. Ouais. Exactement, c'était de dire maintenant, au lieu d'aller au conflit et qu'on risque de perdre, et ça peut durer des années, il faut qu'on embauche des avocats nous-mêmes, ça coûte cher. On n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout, on est bien d'accord. On n'est pas sûr d'aller au bout, et puis même au bout, on peut perdre en plus. Donc on perd de l'argent, on perd des moyens et des ressources. Donc l'idée, c'est essayons de voir si on peut pas trouver une transaction amiable. Et c'est ça aujourd'hui qui a permis à Amazon dans un premier temps de conclure une transaction à l'amiable avec Bercy, et puis aujourd'hui Apple. Alors tout le monde, enfin, je sais que certains pensent que c'est facile en fait, que tout le monde a envie que l'information sorte. En réalité, personne n'a envie que cette information sorte, parce que d'une part, ça fragilise Bercy, parce que ça veut dire que quand il y a des accords confidentiels, ça sort dans la presse, donc ça veut dire que tous les autres derrière se disent, mais est-ce que ça vaut le coup de signer un accord confidentiel, parce que si c'est pour le mettre sur la place publique peu de temps après, c'est plus un accord confidentiel. Ouais. Donc en fait, ça arrange pas beaucoup Bercy quand il y a ce genre de fuite. En réalité, ça les entrave plutôt dans leur job. Et de l'autre côté, la société qui a signé ça justement confidentiellement pour essayer de mettre ça sous le tapis, elle non plus a pas envie de se voir exposée. Donc en fait, ça arrange ni Bercy ni l'entreprise qui est redressée. Alors moi, je voudrais bien qu'on parle de la société, du cabinet d'avocats dont tu parles dans ton papier, Emmanuel, qui a négocié cette sortie de crise, dirons-nous, entre Apple et le fisc. Et c'est une société assez connue et c'est assez surprenant parce qu'elle a un historique avec Apple déjà. En gros, elle a un historique, je crois, à peu près avec tous les GAFAM. Je crois qu'elle est à peu près, de ce que j'ai compris, elle est derrière beaucoup de montages fiscaux élaborés. Donc, c'est Baker & McKenzie. Un cabinet d'avocats. Voilà, on a découvert son nom, notamment dans les Paradise Papers dont parlait Stéphane tout à l'heure. Et c'est elle qui a trouvé un nouveau lieu de villégiature, en fait, pour les 230 milliards de dollars de cash d'Apple pour les placer maintenant à Jersey. Et on a vu que la société s'est renseignée pour savoir quel était le meilleur endroit sur la planète pour aller localiser cette somme, puisque c'était dans les échanges de mails. Alors normalement, ces échanges de mails, on n'aurait jamais dû y avoir accès. Merci les Paradise Papers. Voilà, exactement. Mais là, au moins, ça met sur la table des procédés. Et d'ailleurs, Apple a répondu au papier, parce que c'est le New York Times qui avait sorti cette information-là. Apple a fait une longue réponse qu'on peut retrouver aujourd'hui, d'ailleurs, elle est toujours sur le site d'Apple, pour réagir à ce papier du New York Times, et en disant que ça n'avait rien à voir avec de l'optimisation fiscale, qu'ils étaient bien sûr, ils étaient prêts à rapatrier cet argent Jersey, on pensait aux États-Unis, bien sûr. Voilà, mais qu'ils attendent simplement que les dispositifs fiscaux aux États-Unis leur conviennent, en gros, pour rapatrier cet argent. Donc c'est là où, si tu veux, c'est vrai que dans ce qui peut paraître choquant et ce qui l'est d'ailleurs, c'est que ces sociétés-là, elles arrivent en fait à dire le droit en fait à des États. Ouais. Dire à des États, vous changez vos lois, si vous les changez, ok, je ramène l'argent, sinon je le laisse dans un paradis fiscal. C'est exactement ça, Emmanuel. C'est que la servitude que nous avons tous avec nos appareils les rend puissants et les rend indispensables. Oui, ils ont des budgets qui correspondent au PIB de certains pays développés. Donc, ils ont une capacité financière d'État, ces entreprises-là aujourd'hui. Emmanuel nous confirmera,
il me semble, sur la photo de notre président, il y a même 2 iPhones, non? Posé sur la table, oui. Oui. Tu vois, t'as vu jusqu'où ça va, la servitude? Mais là, je crois que c'est plus du storytelling. Je sais bien, mais ils n'ont pas mis des Samsung, tu vois. On sait ce qu'ils utilisent. Ouais. Non, mais c'est vrai que la servitude, là, et ils profitent de cette servitude-là pour être quasiment en position, pas d'égal à égal quand on fait une négociation comme ça, parce que je crois que parce que c'est pas un redressement, c'est pas une négociation, c'est vraiment, et finalement, est-ce que c'est la somme, on en parlera, et ça sera très intéressant de savoir si cette somme est juste ou pas. On va en parler. Mais c'est vrai que si un contribuable lambda, toi ou moi, bien sûr, on n'a aucun recours quasiment. Nous ne payons pas nos impôts pendant 10 ans, on est en tôle. On est en tôle direct. On est en tôle. Mais justement, c'est là que fait la différence entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, parce que la fraude est un délit, l'optimisation ne l'est pas. Mais on va y revenir. Donc, messieurs, Apple va donc verser 500 millions d'euros. Alors, question simple, est-ce que cette somme vous semble-t-elle juste? Toujours sur l'Express, je ne sais pas si c'est toi qui avais sorti les fous il y a quelques années, mais tu n'arrêtes pas, Emmanuel. Apple avait déjà été sous le joug d'un contrôle fiscal pour sa filiale française dans les années 2011 à 2013. Il y a eu quelques perquisitions notamment. Il devait être entre 2011 et 2013, j'avais vu dans les archives de l'Express, le redressement pouvait atteindre jusqu'à 400 millions d'euros, c'est ça? Voilà, ça c'était pour 3 ans en fait. Donc là, 10 ans, 500 millions. 500 millions. Voilà, pour 10 ans. Alors toi, déjà, de l'extérieur, toi qui suis ce dossier, vous l'avez compris, depuis des années, est-ce que c'est honnête comme versement? Après, je ne sais pas où on place la barre de l'honnêteté, mais est-ce que c'est beaucoup d'argent pour Apple? Est-ce que c'est beaucoup d'argent pour l'État, tout simplement? Très sincèrement, c'est très compliqué de répondre à ta question, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le problème, c'est que si on parle de morale, évidemment, 500 millions, c'est pas assez sur 10 ans. Oui, surtout qu'en 10 ans, le chiffre d'affaires d'Apple a littéralement explosé avec l'iPhone. Hein. Voilà, exactement. Si on prend la seule année 2018, la dernière année de résultats pour Apple France, tu as 711 millions de chiffre d'affaires dans les Apple Store et tu as 89 millions de chiffre d'affaires dans Apple France. Donc, les ventes indirectes d'iPhone, d'iPad, de Mac. Voilà, il est important de préciser, parce que tout ça, encore une fois, c'est de la mécanique comptable et fiscale. Apple France est séparé d'Apple Retail et des Apple Store. Alors, quand vous achetez un ordinateur dans un Apple Store, ça ne va pas sur les comptes de l'Apple France, ça part direct en Irlande. Allons-y. Et sur Apple Store, sur Apple France, donc là on a un agent commissionné qui s'occupe de mettre en relation Apple Irlande avec des opérateurs télécoms, SFR, Orange et d'autres, pour mettre à disposition l'iPhone par exemple, le dernier iPhone, et l'argent repart là entièrement, mais vraiment entièrement en Irlande quasiment. Et il y a juste une petite commission qui est reversée à Apple pour Apple France, pour avoir fait la campagne de marketing, en partie d'ailleurs, et pour supporter en fait tout ce qui est frais annexes, c'est-à-dire la comptabilité, les gens qui travaillent chez Apple France, qui est une toute petite structure. Ça fait et les revendeurs historiques, c'est-à-dire qu'Apple Apple France a toujours dans son périmètre tout ce qui est revendeurs historiques et distribution classique en dehors des Apple Retail, des Apple Store. Voilà, exactement. Et donc, on sait très bien que cette structure Apple France, en réalité, fait un chiffre d'affaires bien supérieur aux 700 millions qui sont dans les Apple Store. Donc là, c'est BFM qui avait fait ce calcul. BFM estimait que sur l'année 2018, Apple avait fait un chiffre d'affaires global de 3,9 milliards en France, contre 800 millions au total déclarés. Donc ça veut dire le différentiel, c'est-à-dire 3 milliards 100 sont partis directement en Irlande et ont été taxés directement en Irlande. Voilà, sachant donc que la question, c'est de savoir... Le taux de taxation de l'Irlande est bien moindre, c'est parfois moins d'1%. Alors, normalement, le taux d'imposition en Irlande, c'est 12,5, je crois, l'impôt sur les sociétés, contre 33,3 en France. Il se trouve qu'en plus, Apple a passé un rescrit fiscal avec les autorités irlandaises qui font qu'ils payent un impôt beaucoup plus bas que 12,5%. Alors, on n'a pas le rescrit en tant que tel, mais la Commission européenne, effectivement, estime que les a retoqués à demander un remboursement de 13 milliards, donc ils pourront pas faire ça. Mais ce n'est pas un redressement, encore une fois. C'est pas un redressement, non. C'est un remboursement. Non, là, pour eux, c'est une aide d'État déguisée de l'Irlande vis-à-vis d'Apple. C'est-à-dire qu'ils ordonnent à l'Irlande de réclamer ces 13 milliards. Ce n'est pas directement l'Union européenne, la Commission européenne qui demande à Apple de rembourser. Stéphane, brièvement. Juste par rapport aux 500 millions d'euros, cette somme-là m'avait fait tilter, parce qu'en fin d'année, il y a une info qui était sortie qui disait que les entreprises du groupe LVMH avaient réduit, grâce à l'optimisation fiscale via la fondation Louis Vuitton, donc en tant que mécène, entre les années 2007 et 2017, 518 millions. Donc du mécénat
en optimisation fiscale qui permet d'arriver. Oui. C'est vrai que c'est un bel endroit. Donc en gros, la somme en elle-même de 500 millions. LVMH, on peut. Alors c'est pas parce que l'un donne, l'un est en face de l'autre maintenant sur les Champs-Élysées, on va pouvoir tout comparer. Mais les chiffres d'affaires, c'est une belle somme quand même. C'est une belle somme et elle paraît entre guillemets bien raisonnable, et je pense que Apple a fait une belle affaire entre guillemets de solder 10 années de cette façon-là. Je serais curieux de savoir comment les 10 prochaines années ils vont payer, combien ils vont payer d'impôts, et déjà ne serait-ce que la prochaine. Avant que Emmanuel te réponde s'il peut le faire, parce qu'il a quelques infos à ce sujet, parce qu'il n'y avait pas tout dans son papier, il est difficile. Un mot avec Monsieur X, tu as fait partie d'Apple France pendant des années, tu t'es battu pour qu'Apple France garde un peu plus d'indépendance, et si tu es aussi parti un jour, c'est parce que tu voulais pouvoir mener des politiques marketing et qui correspondent aux us et coutumes d'un pays. Bref, on ne va pas raconter ta vie non plus. Donc le périmètre d'Apple aujourd'hui, c'est quoi? C'est difficile de le définir, d'Apple France. En gros, ils ont déclaré, tu l'as dit Emmanuel, à peu près 89,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Et ils ont payé à peu près 14,4 millions d'impôts, donc on est loin des 500 millions. Qu'est-ce qu'évoque cette somme pour toi? Est-ce que tu penses que c'est une bonne affaire, qu'Apple aurait dû être sanctionné de manière beaucoup plus? On sait que tu es très, toi, en tant que militant au quotidien, favorable parce que les GAFA payent à juste titre leur impôt en France et en Europe. Oui. Alors moi, j'avais fait un petit calcul qui vaut ce qui vaut assez récemment, et qui disait si Apple France, qui n'est donc pas une entreprise telle qu'on la conçoit classiquement, mais simplement un agent commercial rémunéré pour les ventes faites en France depuis l'Irlande, payer 10 millions d'impôts en France, je sais pas, par exemple en 2018, ils auraient dû, de mon point de vue, avec une optimisation fiscale normale, comme celle d'entreprises françaises comme Total, je crois que Stéphane l'a cité, ils devraient payer 70 millions d'euros d'impôts. Donc ils devraient en payer 70, ils en payent 10, et c'était plutôt une estimation basse. Si aujourd'hui on dit, la dernière fois qu'Apple a payé des impôts en France, Apple France, ils en ont payé 15, c'est un tiers de plus que ce que j'avais imaginé. Donc certainement, à mon avis, une somme juste, ça devrait être 100 millions. Si on parle d'une transaction par sur an, les 10 dernières années, par an. Basé sur un chiffre d'affaires plutôt de 2016-2017. Oui, parce qu'en 2010, on est en 2019, en 2009, ils étaient loin de faire le chiffre d'affaires d'aujourd'hui. Absolument. Si on parle donc d'un accord sur 10 ans, et qu'aujourd'hui, de mon point de vue, il devrait payer au moins 100 millions d'euros d'impôts, on ne peut pas faire 10 fois 100 égale 1 milliard, parce qu'ils ne faisaient pas le même chiffre d'affaires il y a 10 ans, mais on fait une droite. Et moi, je dis que la vérité doit être quelque part aux alentours de 750 millions d'euros. C'est un calcul extrêmement grosse maille. Ils ont un accord à 500. S'ils n'avaient pas eu d'accord et qu'ils avaient payé au premier sou, ils auraient dû payer 750, 800. Ce sont vraiment des grandes masses. Et ben oui, Apple est encore gagnant quelque part. Mais il faut se souvenir, une fois de plus, que cette optimisation fiscale, à la base, elle vient des différences de taux d'imposition entre les pays en Europe, et que Apple n'a jamais cherché à frauder. Apple a cherché à optimiser. Alors, ils sont à la limite de l'exercice. L'appareil juridique fait que on dit qu'ils sont un peu de mauvaise foi maintenant et qu'ils se font rattraper. À 500 millions pour 700 ou 800 dans l'absolu, Emmanuel aura sans doute un avis sur le sujet. Je pense sincèrement, moi, que c'est une bonne affaire pour Apple, mais c'est aussi une bonne affaire pour le fisc français, je le pense. Et puis, on tire sur les GAFAM, c'est normal, mais il faut aussi se souvenir que sur la même mécanique d'optimisation fiscale, il y a plusieurs milliers de petites PME, PMI et d'artisans français, notamment en Bretagne, qui ont été attrapés la main dans le sac parce qu'ils avaient des entreprises de 3 personnes, qu'ils faisaient du BTP ou de la rénovation, et qu'ils avaient mis, grâce à des fiscalistes français, leur société en Irlande pour être agent commercial, alors qu'ils faisaient du BTP en France et ne pas payer plus d'impôts qu'Apple en pourcentage n'en paye. Oui, c'est pas la norme, monsieur X, ça existe, voilà, c'est pas la norme. C'est pas la norme, mais ça a été largement utilisé. Voilà, donc moi je pense que c'est un bon deal, 500 millions pour peut-être 800 millions, surtout si maintenant on change les choses pour les années à venir, et pas qu'avec la fameuse taxe on va en parler, GAFA qui va permettre de prendre 3% du chiffre d'affaires, mais s'il y avait, bazar de pipe, un peu plus d'harmonisation fiscale en Europe, parce que un accord entre Apple et l'Irlande à 0,1% ou 0,2 ou 0,5% de leurs bénéfices versus un impôt nominal en France à
30% optimisé à 10%, il y a un écart au moins de 10 points entre la France et l'Europe. Je serai le patron d'Apple, je continuerai d'avoir mes emplois en Irlande, mon siège social en Irlande, et c'est bien pour ça que les Irlandais sont contents, parce que derrière, c'est des milliers et des milliers d'emplois. Ouais. Et donc, c'est un bon deal, surtout si on change de futur. Alors, quid du futur, Emmanuel? Est-ce que tu as des infos? Là, ils ont signé un deal pour les 10 années passées. Est-ce qu'il faudra encore attendre 10 ans pour qu'il y ait un nouveau deal entre Apple et le fisc? Non, parce que en fait, si tu veux, quand tu fais un redressement, là en l'occurrence c'est un accord, tu recalcules l'argent qui est parti en Irlande et qui en réalité aurait dû être déclaré en France. Par exemple, sur les 3,1 milliards dont on a parlé tout à l'heure, ils peuvent estimer qu'il y a une certaine somme qui aurait dû rester en France et être taxée en France. Pas la totalité de 3,1 milliards, encore une fois, puisque ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est légal, c'est-à-dire de pouvoir transférer une grosse partie du chiffre d'affaires qui a été réalisé en France, le transférer dans un autre pays, parce qu'on considère que les ingénieurs qui ont créé l'iPhone, ils sont pas en France. Les ingénieurs qui ont créé iTunes, ils sont pas en France. La marque Apple, elle est pas en France. Donc la valeur de tout ce qu'il y a dans un iPhone, elle est pas en France en réalité, elle est normalement aux États-Unis en grande partie. Donc en passant par l'Irlande, on peut dire que ça remonte en Irlande et après ça part aux États-Unis. Donc on peut pas requalifier la totalité des prix de transfert. En revanche, ce que peut faire le fisc, c'est dire là vous avez été trop loin, donc on rapatrie une partie du chiffre d'affaires irlandais sur le territoire français. Celui-là, on va vous le taxer à 33,3, puisque c'est après les charges. Et donc ça, on va faire augmenter vos impôts. De ce que j'ai compris, c'est que là, on a soldé les 10 dernières années, mais que sur les années à venir, le chiffre d'affaires d'Apple France, il va augmenter de manière assez significative. Et donc, vous avez aussi à regarder quelque chose que j'ai vu récemment, parce qu'il y a aussi un petit doigt qui me parle de temps en temps. Voilà. Regardez le chiffre d'affaires de Microsoft France entre 2000... alors, l'exercice Microsoft, c'est juin-juin. Il y a 2 ans, d'un coup d'un seul, étrangement, le chiffre d'affaires déclaré par Microsoft France a gagné 300 millions d'euros. Waouh! Ils ont vendu beaucoup de Microsoft Surface, c'est tout, on ne cherche pas. Voilà, donc pourquoi? Des unes ça devait être les unes. Et c'est ce qu'on va vivre maintenant avec Apple. Ouais. Chez Apple France, on va voir le chiffre d'affaires augmenter de manière significative. Alors même que les ventes d'iPhone sont en train de baisser. Oui, c'est paradoxe, effectivement. Avant d'essayer de comprendre pourquoi cet accord arrive aujourd'hui et surtout de voir comment il serait possible d'y mettre fin en dehors d'accords amiables comme celui qui vient d'arriver entre Apple et le fisc, et comment mettre fin à ce système d'optimisation fiscale, place à vos questions Twitter. Florian, pas mal de questions qui reviennent. À beaucoup de gens qui disent qu'effectivement 500 millions, c'est peanuts. Donc ça peut paraître peanuts. C'est vrai quand on regarde la réserve phénoménale de cash d'Apple, à près de 206 milliards d'euros. Tu m'arrêtes, Emmanuel. On peut se dire qu'Apple pourrait donner plus, mais on a essayé quand même de vous expliquer que finalement, le fisc s'en sort pas si mal parce qu'il y a vraiment des risques de se faire retoquer par le tribunal administratif, finalement, que ce soit l'État qui paye plutôt que l'inverse. Quelles sont les questions Twitter que tu as sélectionnées cette semaine, Florian ? Alors, cette semaine, nous avons sélectionné collectivement 2 questions. Donc, la première était de Raphaël Prado. Trouvez-vous normal le 2 poids 2 mesures de la justice française, forte avec les faibles et faible avec les forts? En effet, quand on vole à manger dans un supermarché, on va en prison, mais si on vole des milliards en fraudant le fisc, l'État négocie à l'amiable. C'est une question qui revient fréquemment, dans les dîners de famille, qui revient fréquemment également lorsqu'on écoute les débats et on discute avec des gilets jaunes, par exemple, Stéphane. Effectivement, lorsqu'on vole quelque chose, qu'on fraude, on va en prison, nous, si on fraude. Mais là, c'est pas de la fraude. C'est de l'optimisation fiscale. Et c'est pas de la fraude. Non. C'est ça qui est terrible. Et donc, c'est sûr que même quand il y a eu donc les Paradise Papers quand même qui sont sortis, où donc des sociétés ont été vraiment mises pas en cause, mais en tout cas, on a vu leurs pratiques. On s'est aperçu qu'il n'y a eu quasiment aucune procédure judiciaire qui ont été ouverte à l'encontre de ces grandes entreprises. On les a un peu laissées faire. La première, c'est très compliqué parce que, comme on l'a dit plus tôt, c'est que les entreprises jouent avec les frontières floues du droit, ce qui est légal et ce qui est illégal. Emmanuel parlait, dit tiens, voilà, le dernier Eldorado, c'est Jersey, le prochain, ça sera quoi Suresnes, peut-être, je sais pas. Ou Ajaccio, il y a encore de la marge. Ou Ajaccio, je sais pas, mais voilà, donc le prochain qui proposera des offres, un truc intéressant, on pourra peut-être avoir ça. En fait, déjà, ça montre du principe qu'il faut déjà ça montre la nécessité de revoir vraiment en profondeur
tout ce grand magma juridique fiscal qui est parce qu'aujourd'hui une entreprise n'est pas seulement américaine. Oui, c'est-à-dire que ça profite qu'aux gros qui sont présents dans le monde entier. Une petite entreprise, elle ne peut pas se payer forcément ces cabinets d'avocats-là, vous l'aurez compris. Là où c'est fort, donc, c'est qu'il faut vraiment un grand courage politique. Pour moi, des gouvernements pour s'attaquer à ces grandes entreprises, parce on a une servitude vis-à-vis de ces machines-là, parce qu'elles font partie de nos vies. Puis il y a une menace à l'emploi aussi également. Il y a l'emploi, mais surtout, tu vois, aujourd'hui, on peut déclencher des guerres à travers un petit appareil comme ça, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Je suis volontairement un peu, j'exagère, mais ou en tout cas, tu grossis le trait. Je grossis le trait, bien évidemment. Et je pense vraiment qu'il y a un avant et un après RGPD, me semble-t-il. Parce que c'est la première fois qu'on a une loi européenne qui est contraignante et que si on ne sait... Envers les géants du numérique. Envers surtout les géants du numérique, mais tous ceux qui ne respectent pas la protection de nos données, et que 2 à 4% d'amende de chiffre d'affaires pour des entreprises comme ça, c'est colossal. Donc là, ils ont tous commencé à avoir la trouille. Et donc, comme quoi, voilà. Et je pense que s'il y avait la même chose sur le fisc, sur les règles fiscales au niveau européen, déjà pour pas que l'Irlande fasse cavalier seul, et encore mieux, ce qu'on appelle du dumping fiscal. Voilà. Mais on va y arriver à ce sujet-là en fin d'émission. On aurait pu ça, et donc là, de seul coup, les contribuables qui auraient des problèmes pour un simple petit délit, ben là, on serait à égalité avec les multinationales. Mais c'est vrai que là, il faut vraiment un vrai courage politique d'abord. Deuxième question, Florian. Alors, la deuxième question donc, de Stéphane Coupchou. La vraie question est pourquoi les États, et donc la France en ce qui nous concerne, ont accepté de se faire piller leurs ressources via des procédés d'optimisation fiscale légaux? C'est partie de leur business model aussi. Tu l'as dit... Enfin, là, je crois que la réponse a été donnée. D'une part, Emmanuel l'a dit parce que les cabinets d'avocats avaient toujours de l'avance sur Bercy et des moyens que n'avait pas... Voilà, même si c'est une force de frappe phénoménale, Bercy, elle n'a pas forcément les ressources de ces cabinets d'avocats-là et l'ingéniosité de ces cabinets pour trouver toujours la faille par rapport à la loi. Ça, on l'a compris. Puis deuxièmement, tu l'as dit Stéphane, du courage politique. C'est toujours difficile d'attaquer à ces géants-là quand ils viennent vous promettre d'installer un laboratoire de recherche. Ça nous rappelle de l'actualité pas si ancienne, Emmanuel. Pour les politiques, mais il y a aussi un autre principe qui est simplement le principe de base, c'est l'interdiction de ce qu'on appelle la double imposition. Vous ne pouvez pas être payé 2 fois le même impôt, ce qui semble à peu près logique. Oui. Donc ce que dit Apple, c'est simplement, Apple et d'autres d'ailleurs qui font de l'optimisation fiscale, ils disent, nous quand on fait des prix de transfert comme on le fait de manière légale, puisqu'on suit ce qui est possible grâce aux traités fiscaux, on dit on taxe pas en France, parce qu'on rapatrie tout en Irlande, parce que c'est là en fait où la propriété intellectuelle se trouve. Donc on rapatrie en Irlande et on va être taxé en Irlande. Et le fisc, ce que voit le fisc, c'est OK, le flux financier part en Irlande et il devrait être taxé en Irlande. Mais en fait, il voit pas ce qui se passe en Irlande. Et là, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est en fait que les administrations fiscales de tous les pays européens commencent à se parler et à échanger les données. Et donc, on arrive à voir qu'en réalité, c'est ce que disait Vestager, Vestager, c'est la commissaire européenne. La commissaire européenne à Bruxelles. En charge de la concurrence notamment. De la concurrence, voilà. Et que Apple, en fait, en disant on va pas être taxé 2 fois, ce que disait Vestager, c'est qu'en réalité, ils sont taxés jamais. C'est-à-dire qu'ils disent à la France, on va être taxé en Irlande, donc le chiffre d'affaires va en Irlande. Et en Irlande. Très bien, le chiffre d'affaires arrive en Irlande. Et une fois qu'il est en Irlande, il dit à l'Irlande, mais attendez, on va tout envoyer maintenant à Jersey, et on va être taxé à Jersey. Et l'Irlande dit, OK, je peux pas vous taxer puisque vous allez être taxé à Jersey. Donc ils taxent un petit peu quand même au passage, et tout part à Jersey. Et à Jersey, en fait, là-bas, sur certains domaines, notamment de propriété intellectuelle, il n'y a pas d'impôt. Et donc, on arrive à une double non-imposition, en fait. Ouais, c'est là où c'est compliqué. Et c'est que chaque administration fiscale est aveugle dès que les flux financiers sortent de son pays. Allez, après les questions Twitter, une petite pause. On va essayer de prendre un petit peu une petite respiration dans cette émission avec la question stockage avec notre partenaire G-Technologies. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une question que vous nous posez souvent. Comment restaurer une sauvegarde Time Machine? Comment restaurer une sauvegarde Time Machine? Votre Mac a planté, il refuse de démarrer, l'écran de démarrage reste figé sur la pomme d'Apple. Ne cherchez pas à tenter de réparer votre disque interne pour qu'il puisse booter à nouveau. Plutôt que de dénicher un utilitaire de réparation, il est plutôt nécessaire de réinstaller macOS 10 et de restaurer votre sauvegarde Time Machine afin de travailler sur une base saine. Pas de panique, Apple a prévu le coup. Avec la disparition du lecteur de CD-ROM sur les Mac, Apple propose désormais un mode de récupération de macOS, un mode d'urgence en somme qui permet de télécharger la dernière version de macOS 10 sur les serveurs d'Apple pour que vous puissiez l'installer à nouveau et bien sûr de restaurer une sauvegarde Time Machine.
Démarrez votre Mac en maintenant les touches commande et R enfoncées jusqu'à ce que la pomme apparaisse à l'écran. Au bout de quelques secondes, une fenêtre apparaît. Sélectionnez Restaurer à partir d'une sauvegarde Time Machine. Il faut bien sûr pour cela disposer d'une copie de sauvegarde. Connectez votre disque externe à votre Mac afin que l'utilitaire restaure votre système et cliquez sur Continuer. Votre disque de sauvegarde apparaît à l'écran. Sélectionnez-le et cliquez sur Continuer. Time Machine va restaurer le système que vous avez au préalable sauvegardé. Après Time Machine, nous allons tenter de répondre à une question toute simple. Comment mettre fin à l'optimisation fiscale des GAFA ? Alors messieurs, en préambule, pourquoi cet accord entre Apple et le fisc arrive maintenant ? Pourquoi maintenant, après avoir laissé faire pendant tant d'années, je ne sais pas qui veut prendre la parole, Stéphane ou Monsieur X ou Emmanuel, on a vu d'autres arrangements sont arrivés en Europe, on a vu en Italie, tu l'as dit Emmanuel, 318 millions d'euros en 2015 pour Apple a dû verser à l'État italien, au Royaume-Uni également, 137 millions de livres, 158 millions d'euros. Donc on semblerait qu'effectivement, ça se voit de plus en plus, ce genre de choses. C'est pas un hasard. Oui, mais c'est aussi sous la pression du peuple. Tout simplement. C'est ce qu'on disait là précédemment. Mais moi, quand j'étais à la Commission européenne pour des stages d'optimisation fiscale où ils nous montraient les schémas et ils nous ont dit faites votre job, vous les journalistes, c'est à vous de tout mettre sur la place publique parce que c'est en mettant tout sur la place publique que ça va créer une pression sur les gouvernements et que s'ils manquent de courage, ils vont être obligés de passer à l'acte parce que s'il n'y a plus d'égalité devant l'impôt, on sape le principe même de démocratie en fait. Oui, c'est ce qu'on entendait sur Twitter tout à l'heure par rapport aux réactions de nos abonnés. Qui est une réaction légitime, et donc c'est le peuple, entre guillemets, qui à un moment donné fait pression indirectement sur le pouvoir, et le pouvoir prend ses responsabilités. Et au-delà, lorsque l'État doit mener de grands projets et que les caisses sont vides, il faut bien trouver l'argent quelque part, on le voit bien aujourd'hui. Exactement, c'est le deuxième élément, c'est qu'effectivement, en plus, comme tous les États européens manquent d'argent, et il faut qu'ils lèvent l'impôt. Donc ils le font plus facilement avec le peuple, entre guillemets, que les multinationales. Mais là, ils sont obligés de montrer qu'ils font aussi des choses avec les multinationales, sinon... Voilà. Il y a un moment donné, ça va craquer. Donc il n'y a pas de hasard à ce que ça tombe maintenant. Au-delà de l'optimisation fiscale, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Le vrai problème, c'est pas tellement l'optimisation fiscale, messieurs, c'est plutôt le dumping fiscal. On pense, tu l'as dit, Emmanuel, à l'Irlande qui propose une imposition, pas seulement, mais en tout cas pour Apple, qui propose une imposition très avantageuse. En 2016, la Commission européenne, on l'a dit, a réclamé à Apple la bagatelle de 13 milliards d'euros, enfin demandé au gouvernement irlandais de réclamer ces 13 milliards d'euros parce qu'ils avaient accordé trop de liberté pour négocier avec Apple et obtenir des autorisations de taxes vraiment ridicules. Je crois que c'était moins de 1%, on l'a dit tout à l'heure. Donc en clair, il serait nécessaire pour mettre fin à ce système de dumping fiscal qu'il y ait une harmonisation européenne de l'ensemble des fiscalités européennes. Et là, on est loin de pouvoir y arriver, Emmanuel. C'est-à-dire que si on va dans ton sens, ça veut dire plus d'Europe. Et ce qu'on voit aujourd'hui, on va le voir dans les élections du mois de mai, il y a de fortes chances qu'on voit les populismes monter, et les populismes, ils sont pour moins d'Europe et plus de pouvoir aux souverainetés nationales. Alors c'est un paradoxe que tu dis là, parce qu'effectivement les gens donnent comme exemple qu'il faut moins d'Europe parce qu'il y a l'optimisation fiscale, et en fait il faudrait plus d'Europe pour mettre fin à l'optimisation fiscale, on est bien d'accord? Moi, c'est ce que je pense. Tout le monde peut pas partager cette idée. Je pense que pour qu'il y ait une harmonisation fiscale, il faudrait des règles fiscales plus fortes, et donc que Bruxelles ait plus de pouvoir en réalité que moins de pouvoir. Parce que si on fait moins de pouvoir à Bruxelles et plus en France, on va s'isoler encore plus des partenaires européens et le dumping va pouvoir repartir. Donc voilà, mais je veux pas faire d'idéologie parce que je ne veux pas être idéologue. C'est pas notre rôle. C'est juste, mais je pense que moins d'Europe va pouvoir bénéficier du dumping entre les différents pays européens. Si on était irlandais, là tous autour de la table, on n'aurait probablement pas ce débat parce que il y aurait tellement d'emplois créés par Apple en Irlande on trouverait peut-être ça dégoûtant, ce que fait la France, l'Europe, etc. Parce que Apple a pourvu à un nombre d'emplois phénoménaux en Irlande, et pas qu'Apple. Microsoft a son siège en Irlande. Il se trouve que Facebook a son siège en Irlande. Ils sont tous là-bas. Donc aujourd'hui, l'Irlande vit en grande partie de ça. Donc réviser ça,
Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une fiscalité européenne unique. Aucun. Donc la solution alternative qui a été trouvée en Europe et dans les différents États nationaux qui composent l'Union européenne, c'est, faute d'harmonisation fiscale, certains États ont souhaité mettre en place une taxe GAFAM. Et encore une fois, en Europe, ça bloque. C'est-à-dire une taxe sur mesure pour ces États, ces entreprises, pas uniquement les entreprises du numérique, qui atteignent un certain niveau de chiffre d'affaires qui fait qu'ils puissent passer entre les mailles du filet et qui pratiquent donc l'optimisation fiscale. Et pourquoi ça freine pour cette taxe GAFA dans certains pays, notamment on pense à l'Allemagne, Emmanuel? Parce qu'en fait, en parallèle de tout ça, il y a des travaux au niveau de l'OCDE, justement pour harmoniser la fiscalité entre tous les pays de l'OCDE et faire en sorte que les prix de transfert et notamment l'optimisation fiscale agressive ne soient plus possibles, en tout cas plus à ce stade-là. Et les travaux de l'OCDE doivent prendre fin entre 2020 et 2021, je crois. C'est 2020 de mémoire. Et en fait, ce que dit l'Allemagne ou la France, enfin surtout la France, elle dit on peut pas attendre 2020 parce que on a déjà beaucoup de pression avec les gilets jaunes, etc. Il faut qu'on bouge avant. Et donc, pour bouger avant, il faut trouver une alternative, pas au sein de l'OCDE, où là, il y a quasiment une 60aine de pays qui vont se mettre d'accord, mais au niveau simplement européen, et notamment avec l'axe franco-allemand, qui est l'axe le plus important. Mais là, ils n'ont pas réussi à s'entendre, pour le coup. Ouais, et en clair, si demain, l'Allemagne taxe Google et Apple, les États-Unis peuvent taxer Volkswagen et Mercedes. En plus, ça peut créer effectivement une guerre commerciale. C'est pour ça que l'Allemagne a refusé effectivement de faire ça, parce qu'effectivement, ils ont peur d'ouvrir une guerre commerciale avec les États-Unis. Donc, mais je me permets, Emmanuel, de faire un tout petit accro dans ton... Je t'en prie. Dans ton raisonnement qui dit moins d'Europe permettrait moins d'harmonisation fiscale, je pense que tu as complètement raison dans la vision, on va dire, globale, holistique, comme on dit. Maintenant, ponctuellement, le fait qu'avec le Brexit et la sortie potentielle du Royaume-Uni, on ait moins d'Europe, parce que voilà, le UK qui est plus dans l'Europe, c'est moins d'Europe. On va peut-être pouvoir accélérer un petit peu sur l'harmonisation fiscale, parce que sur ces questions-là, il faut l'unanimité au niveau européen. Et alors, les protecteurs des paradis fiscaux, ils en ont beaucoup, et en Europe, number one, ce sont les Anglais, pour pas dire le Royaume-Uni, mais surtout les Anglais avec la City. Jersey et Guernesey, on en parlait, on les pointe du doigt. Ça fait partie du Commonwealth. Bien sûr. Et ce sont quasiment des propriétés ad personam de la reine d'Angleterre. Donc, moi, en tant que citoyen, je souhaite de tout mon cœur vraiment que le Royaume-Uni reste en Europe. Ouais. Par contre, ma partie militante sur l'harmonisation fiscale souhaite plutôt que le Brexit soit un Brexit dur et qu'on puisse au moins dans notre périmètre rediscuter avec l'Irlande, rediscuter avec le Luxembourg, rediscuter avec la Hollande, rediscuter avec la Belgique qui eux font de l'optimisation fiscale à gogo. D'accord, à gogo. On en parle un peu moins et ça c'est absolument anormal, mais le fait que l'Angleterre et le Royaume-Uni sortent, c'est peut-être l'occasion justement de remettre les choses sur la table parce qu'on n'aura plus ce veto anglo-saxon systématique. Ouais, donc moins d'Europe ponctuellement peut être mieux. Bon, là on sort un petit peu de la tech et mais bon, tout est lié, de l'optimisation fiscale, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question si demain l'une des plus qu'une roue de secours, mais une des solutions pour offrir un effet boost à l'économie de la Grande-Bretagne demain, si elle sort de l'Union européenne, c'est effectivement de transformer la Grande-Bretagne en un énorme paradis fiscal aux portes de l'Europe, surtout s'ils arrivent à négocier des conditions d'échange privilégiées, c'est ce que ne veut pas apparemment la Commission européenne. Alors du coup, la France, Stéphane, veut y aller seul et mettre en place une taxe nationale, où en est-on ? En fait, même, on pouvait même, quand Bruno Le Maire l'a annoncé, on pouvait pouffer de rire. Sourire, voilà, parce que c'était quand même, ça pouvait paraître difficile, oui, je pense. En termes diplomates. Oui, utopique, ouais. J'ai l'impression en l'entendant que c'était peut-être Don Quichotte face à des moulins à vent et ils pouvaient parler. Et les grands, là, qu'il y a eu cet accord-là, ça montre quand même qu'ils sont prêts à la discussion. Et je ne sais pas s'ils seront au bout des 3% minimum. Alors, le projet, c'est taxer les géants du numérique à hauteur de 3% minimum de leur chiffre d'affaires en France. En France, bien évidemment. Aujourd'hui, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est que les grands, ils peuvent plus trop se cacher. Ils ont des boutiques, ils veulent faire de plus en plus de chiffre d'affaires dans un pays comme la France. C'est un marché qui n'est pas le cas d'un Google ou d'un Facebook. Parce que le seul produit que cette entreprise possède, c'est nous. Ouais. Sont nous. Ouais. Ou nos données. Voilà, et nos données. Ouais. Mais pour les autres, il y a des objets sonnants et trébuchants comme Amazon, Microsoft et Apple, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui.
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a la RGPD, c'était quelque chose de vachement contraignant et on voit que tout le monde l'a pris au sérieux. Là, si la France arrive à négocier de façon, on va dire, cordiale avec les grands en one-to-one et expliquer que c'est dans l'intérêt collectif, que peut-être qu'une partie de cet argent pourrait être investi pour pouvoir faire des emplois, créer des emplois, des écoles de développement, pas seulement lié à la tech. Je crois que l'État, vous avez compris, a besoin d'argent. Google les hôpitaux, l'éducation nationale, les gens passent. Être dans la presse, dans la culture. Emmanuel pourra faire une liste encore plus puissante que la mienne. Mais en gros, s'il y avait des choses qui pouvaient être faites, pas obligatoirement sous cette forme des 3%, là, je pense que on ne peut pas imposer une loi comme ça à ces entreprises-là. Ils pourraient potentiellement, s'ils en ont envie, et si Tim Cook était peut-être un petit peu mesquin, nous retarder la sortie de l'iPhone de 2 mois. Ça ne se penche pas. Voilà. Non, mais ça, c'est pas grave à la limite. Mais de 2 mois, mais j'exagère, mais faire payer un petit peu toi, ça. Si j'ai bien compris, tu tiens un peu sur la défensive, de taxer de manière un peu arbitraire une entreprise plutôt qu'une autre. Je pense la façon, je ne sais pas si on arrivera à nos fins, en fait. Parce qu'ils trouveront toujours un moyen, parce que je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais pour moi, l'optimisation fiscale de ces entreprises-là, ça fait partie de leur business model. C'est comme ça. Voilà, c'est pas justement, des iPhones. là, on peut penser que la loi, c'est plutôt bien faite, Emmanuel. Elle ne s'appliquerait pas qu'aux GAFA, mais à toutes, Emmanuel, toutes les entreprises proposant des services entre guillemets numériques, dont les chiffres d'affaires dépassent les 750 millions d'euros au niveau mondial et 25 millions d'euros en France. Donc, ce n'est pas que les grands noms de la tech, mais il y a beaucoup de grandes entreprises en général. Airbnb et compagnie. Et ça vise notamment les entreprises qui sont dans le secteur de la pub en ligne, notamment, et on pense naturellement à Google ou encore Amazon. Bref, est-ce qu'on va vraiment y aller ? On parle d'une loi qui pourrait arriver d'ici le mois de mars. Donc Et puis, tu l'as dit, une pression populaire. L'État doit réagir. Et est-ce qu'ils arriveront à leur fin ? Ouais, moi j'ai quelques doutes pour plusieurs raisons, parce qu'une taxe sur le chiffre d'affaires, ça existe déjà, ça s'appelle la TVA. Aujourd'hui, il y a la TVA sur tous les chiffres d'affaires de toutes les sociétés d'ailleurs. Donc, oui, mais ça, c'est créer une deuxième taxe en plus sur le chiffre d'affaires. Voilà. Ouais. Donc après, est-ce que c'est possible constitutionnellement, etc. Je sais pas. Je sais pas si on peut viser aussi, parce que normalement il y a un principe d'égalité devant l'impôt. Donc je sais pas si on peut viser particulièrement des entreprises du numérique. Parce qu'en réalité, on sait très bien que dans les entreprises du numérique, on cherche à toucher les GAFAM au sens large. Mais que derrière, en fait, il y a plein de petites sociétés françaises d'ailleurs qui ont commencé à monter au créneau en disant nous, on vient de se créer, on perd de l'argent, on vit sur de la pub ou des solutions publicitaires. Et en gros, on va nous taxer assez vite alors qu'on sera même pas encore rentable puisque ce sera sur du chiffre d'affaires. Et donc, il va y avoir des effets de bord qui vont être terribles et monstrueux. C'est-à-dire que Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ils ont les moyens de financer ça. Parce qu'ils sont déjà très gros, mais toutes les petites sociétés qui sont en train de se développer en France, elles vont pas pouvoir, au-delà de 25 millions d'euros, comme tu disais tout à l'heure. Donc petite société, 25 millions d'euros, c'est pas une petite société, pour dégager un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, en France. Ouais, enfin, c'est pas énorme non plus, c'est pas monstrueux non plus. Faut payer 3%. Par exemple, tu peux dire qu'une entreprise de presse aujourd'hui qui a un site web peut vite faire aujourd'hui 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est très bien que les entreprises de presse, elles ont un taux d'imposition assez particulier. Elles sont aidées, elles aident à la presse. Exactement. Pas nous, malheureusement, sinon on ne ferait pas de crowdfunding. Non, c'est ça. Il faut voir exactement comment la loi va être rédigée et surtout comment le décret d'application va être rédigé. Là, aujourd'hui, on est complètement dans le flou parce qu'on ne connaît pas exactement la... Je pense qu'on reste dans le flou parce qu'il ne veut pas donner d'éléments justement à ces cabinets d'affaires, des cabinets d'avocats de trouver la je pense que parce que la faille. Ils sont dans le flou parce que l'équation est compliquée. Aussi. Parce que l'équation est très compliquée. Alors, je sens que vous m'avez un peu énervé, Monsieur X, puisque quand même la promesse est a priori belle sur le papier, puisque l'État le gouvernement annonce pouvoir collecter environ 500 millions d'euros par an grâce à la taxe sur les GAFAM. Monsieur X, votre opinion, est-ce qu'on doit y aller ? Alors la réponse est oui. Maintenant 2 éléments. Je complète ce qu'a dit Stéphane. Certes, notre ministre de l'économie peut passer pour un Don Quichotte, mais il faut quand même se souvenir que sur ce qu'on appelle la taxe GAFA, il y a d'autres pays en Europe qui ont démarré le sujet, et même avant nous. L'Espagne, et l'Espagne c'est pas une petite économie, donc Don Quichotte étant espagnol, on est peut-être en fait les Sancho Panza de l'histoire, mais on est au moins 2, Don Quichotte et Sancho Panza, les Espagnols et nous, et oui parce que il faut trouver un problème. Alors je l'ai dit, c'est pas la bonne solution au problème. La bonne solution au problème,
Moi, en tant que citoyen européen convaincu, je dis c'est de l'harmonisation fiscale et peut-être qu'on va la réussir en commençant par en Europe la zone euro et en travaillant avec l'Allemagne, même si l'Allemagne se fait tirer un peu l'oreille. Mais c'est à ça que je crois. C'est ça la porte de sortie. Maintenant, si on attend cette porte de sortie, les négociations de l'OCDE peuvent achoper parce que les Américains, ils sortent un peu de l'OCDE. Quand on parle de taxe de GAFA, il n'y a pas une volonté politique en Allemagne très très forte, donc ça peut prendre un peu de temps. Donc entre les deux, il faut faire quelque chose. Et si c'est cette taxe sur le chiffre d'affaires, avec tout ce que vient de dire Emmanuel, qui est égalité devant l'impôt, etc., et peut-être difficulté, je pense quand même qu'il faut le faire. C'est exactement pour moi, et excusez-moi le parallèle est osé, comme l'histoire des quotas, par exemple, de femmes à l'Assemblée nationale. Les quotas, la discrimination positive, la parité, je suis Il n'y a pas de quotas, mais on attend que la loi évolue pour régler le problème, on va attendre 50 ans, et surtout sur cette histoire de parité où il n'y a que les hommes qui décident. Donc, en attendant de faire bouger les choses, moi je suis prêt à tordre la photo. De toute façon, si on tord pas la photo avec des entreprises comme Apple, ils le feront pas. Enfin, c'est une entreprise, ils sont pas philanthropes, ils ont pas dans leur objectif de créer des emplois, ils ont pas dans leur objectif de faire autre chose que du bénéfice pour le redistribuer aux actionnaires. Donc, tordons le truc, et donc je soutiens Bruno Le Maire, quand bien même ce serait sans chaud de ça. Oui, mais au-delà, c'est vrai que parmi vos réactions sur Twitter suite à la préparation de cette émission et vos appels aux questions, il y en a quelques-uns qui me disent « mais moi ça ne me choque pas, entre Apple ou d'autres entreprises, c'est des entreprises privées, et leur leitmotiv c'est de faire du chiffre d'affaires et des bénéfices, donc voilà, s'ils peuvent payer moins d'impôts, ça ne me regarde pas. » Moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, en tout cas, on est dans une période, est-ce que c'est cyclique et que ça va disparaître, l'effet gilet jaune, j'en sais rien, ou même une prise de conscience que il faut que ça change, il faut que ça bouge. En tout cas, moi, je suis persuadé que l'image d'Apple, et Emmanuel l'a illustré dans son article, son image de marque est vraiment a pris sévère ces dernières années, que c'est plus une image en or massif comme du temps de Steve Jobs, et que s'ils ne prennent pas garde, la communauté d'utilisateurs si fanbase, si fanaddict qu'ils ont construit au fil des années risque de se déliter et l'entreprise deviendra une entreprise comme une autre et ne plus offrir la même valeur ajoutée qu'elle a aujourd'hui. À trop vouloir gagner d'argent, on risque de perdre l'essentiel. Ce sera le mot de la fin, on passe à vos coups de cœur. Monsieur X, on commence par toi, tes coups de cœur cette semaine, ou ton coup de cœur. Alors, un coup de cœur qui concerne le Macintosh et macOS 10. Ouais, c'est pas si souvent. Mac is back. Et en plus des applications super chouettes. En fait, tu as bossé cette semaine. Donc, c'est un site web dont vous allez voir le nom apparaître. Il s'appelle DougScripts.com. Donc, c'est du nom de Doug, le développeur qui l'a créé. Et qu'est-ce qu'il fait, Doug, sur DougScripts.com? Eh ben, il crée plein de scripts à base d'Apple Script. Il en a 478, là je suis en train de regarder le site web en ce moment, et ces scripts vous permettent d'automatiser des tâches ou de faire des choses sur votre Mac avec macOS que vous ne savez pas faire. Alors ils sont tous en gratuitiel, je crois on dit en français, vous pouvez l'essayer, et puis après contribuer, c'est ce que j'ai fait. Donc vous avez un problème de choses que vous ne savez pas faire sur votre Mac ou d'automatisation de tâches, vous allez sur Doug Script, soit le script il est là, soit encore mieux, vous pouvez lui suggérer un script, et si c'est une bonne idée, il se fera un plaisir de le faire. Voilà. Merci monsieur, que je vais jeter un coup d'œil, parce que c'est vrai que même si c'est pas ma machine que j'ai là, parce que la mienne est en réparation pour rien vous cacher, j'ai pas mal de choses à corriger. Emmanuel, est-ce que tu as un coup de cœur cette semaine ? Oui, alors c'est un petit coup de cœur. En fait, c'est plus pour une société qui m'intrigue un peu, qui s'appelle ByteDance. Cette société-là, en fait, c'est elle qui est derrière l'application TikTok, qui permet en fait de se filmer en mettant des effets ou de refaire des clips vidéo. Alors la société aujourd'hui. Tu es fan de ça, toi ? En fait, cette société-là, en fait, elle est née en 2013, donc ça a 6 ans. Ouais. Moins de 6 ans. Et aujourd'hui, c'est la plus grosse licorne chinoise. Elle est valorisée 75 milliards de dollars. Et surtout, dans la presse chinoise, le fondateur qui est derrière, qui a 35 ans aujourd'hui, est considéré comme le Steve Jobs chinois. Donc c'est pour ça aussi que je voulais en parler. Voilà, il est assez discret. Mais c'est quelqu'un qui a bâti très très rapidement cette société. Alors on la connaît un tout petit peu en France aussi, avant même TikTok, qui était une autre application que vous avez peut-être utilisée, qui s'appelle News Republic, sur lequel en fait c'est un agrégateur de contenu sur lequel vous
pouvez lire à peu près tout ce que vous voulez. Donc ça a été racheté aussi par cette société-là, qui a en fait diverses applications, donc TikTok maintenant, Musical.ly qu'ils ont racheté pour $1 milliard de dollars, et puis News Republic. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose à suivre en tout cas. Merci Manuel. Florian, de ton côté, ton coup de cœur? Oui Olivier, alors mon coup de cœur cette semaine, c'est simplement la petite oreillette Bluetooth. Alors je vais essayer de la rapprocher un peu de la caméra. Voilà. Elle est blanche, on dirait une oreillette Apple, c'est quoi? Mais oui, t'as vu ça? Regarde, c'est une petite oreillette Bluetooth de monsieur Xiaomi. Alors, elle est très bien. C'est pas la version où il y en a deux. La qualité de son, quand on a une conversation téléphonique, on l'a testé tout à l'heure ensemble, et effectivement, on a un peu l'impression que le son est compressé. Par contre, quand toi tu écoutes, la qualité de son est pas mauvaise, en tout cas pour écouter quelque chose dans les transports et garder l'autre oreille disponible pour ton environnement auditif, c'est pas mal du tout. Et ce que j'aime bien, c'est que regarde, tu vois, moi j'ai la montre, la petite Xiaomi Mi Band 3, ouais. Je me suis équipé, tu vois, pour 30 balles avec tout ça. Pas cher. Et, tu vois, le design est assez assorti, en fait, on est sur les mêmes types de formes, donc c'est assez remarquable. Et en fait, je trouve que la société Xiaomi, je sais pas si elle paye vraiment ses impôts en France, par contre, ça si, mais pour autant, je trouve que leurs produits sont pas mal du tout. Non, la vraie question, c'est est-ce qu'ils ils sont soumis à... Bon, en Chine, je ne sais pas si c'est vraiment soumis à l'impôt. En tout cas, est-ce qu'ils ont des obligations de bénéfices en ce moment? Je ne suis pas vraiment sûr. Mais on reviendra sur ces entreprises chinoises, sur Xiaomi, parce qu'elle est assez intéressante et qu'elle risque de tailler les croupières dans les années qui viennent à Apple. Notamment, Stéphane, ton coup de cœur? Alors, cette semaine, mon coup de cœur, c'est un site, un compte Instagram et une boutique à Bastille qui s'appelle Les Raffineurs. Ouais. En fait, j'avais un anniversaire et tout, je savais pas quoi. Je rentre par hasard dans cette boutique-là et j'ai trouvé une caverne d'Alibaba. Je suis revenu avec 10 cadeaux, en fait. Et il y en a aussi pour nos jeunes enfants également, qui s'appellent les petits raffineurs. Et tu trouves quoi concrètement dans cette... Concrètement, tout un tas d'objets très originaux, des livres, des bougies qui ont une odeur particulière, enfin tout un tas de choses. Genre de Mac? Bien sûr, il y a des trucs pour les geeks, bien évidemment, mais c'est bien de se déconnecter. Et en fait, c'est vraiment avec bon goût. Et je ne sais pas s'ils ont démarré sur Instagram et après, ils ont vu que ça marchait bien, donc ils sont remontés, ils ont fait un site e-commerce et maintenant, ils ont fait une boutique. Ouais. Mais j'ai trouvé ça vraiment super. Et vraiment, j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur pour cette boutique-là. Voilà. Merci Stéphane. Mon coup de cœur, c'est à nouveau tous les amis dont on fait le Mac et les nombreux donateurs de notre campagne de financement participatif. Pardon, je ne trouve pas vraiment les mots pour vous exprimer notre gratitude. Merci encore aux 352 contributeurs qui vont nous permettre de renouveler le studio dont on fait le Mac et faire d'ORLM une véritable web TV. On y travaille, vous allez voir dans quelques semaines, quelques mois, lorsque le matériel sera installé. Je n'étais pas vraiment convaincu à l'origine de la pertinence de cette démarche et le résultat dépasse de loin. Mais nos espérances, au-delà de la somme collectée, ça démontre surtout que le lien qui s'est tissé entre nous, ces 9 dernières années, ça montre que c'est un lien particulier. Ça montre que le travail que nous menons souvent avec peu de moyens, que ce travail semble avoir porté ses fruits et vous avoir touché. Et c'est sincèrement ce que je retiens de cette formidable expérience. La grande fidélité et l'affection que vous portez à l'émission, à l'équipe d'On refait le Mac. Encore un grand merci à tous. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de ce 321e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci mesdames et messieurs, mais il n'y a pas de mesdames cette semaine, d'y avoir participé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission. Il y a plein de choses qui sont tombées cette semaine. On pense à Angela Ahrendts qui quitte Apple. On essaiera d'y revenir la semaine prochaine. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.